Ça veut dire quoi, mof? Meilleur ouvrier de France. Il faut travailler dur, énormément. J'ai un cas de la table 8, là. Hein. Jeune homme, qui t'a signé ici? Dès demain, il sera remplacé, chef. Avant de me jeter, chef, laissez-moi faire un essai au moins. On va le garder, le petit. Sois à l'heure et présentable. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Scénarisme, le podcast qui explore l'art de raconter des histoires. Je suis Hugo Biou, jeune scénariste passionné, et chaque mois je reçois un invité exceptionnel pour plonger avec lui dans les coulisses de ses créations. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sébastien Tullard. Longtemps assistant réalisateur de courts-métrages, de publicités ou de clips, Sébastien collabore au scénario et réalise en 2021 le film dont nous allons parler aujourd'hui, À la belle étoile. À la belle étoile, c'est l'histoire de Yazid qui, depuis son plus jeune âge, n'a qu'une seule passion, la pâtisserie. Élevé entre famille d'accueil et foyer, le jeune homme s'est forgé un caractère indomptable. D'éperné à Paris en passant par la Côte d'Azur, Yazid va tenter de se rapprocher peu à peu de son rêve, devenir champion du monde de pâtisserie. Comme toujours, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochaines sorties. Chaque écoute, chaque échange contribue à enrichir cette magnifique aventure. Mais pour l'instant, installez-vous et laissez-vous emporter par ce 3e épisode du Scénarisme. Bonne écoute. Bonjour Sébastien. Eh ben salut Hugo. Je suis très heureux de te recevoir, d'autant qu'on se connaît un tout petit peu. Mon 2e stage dans le cinéma, c'était sur ton film, À la belle étoile. Cool. Et on s'est recroisés il n'y a pas longtemps autour d'un verre à Montmartre. Et tu as très gentiment accepté de venir dans ce podcast. Écoute, je suis ravi. Le plaisir est partagé. Je suis très content d'être là. Petite première question. Est-ce que tu pourrais raconter À la belle étoile pour nos auditeurs qui auraient potentiellement commis le crime de ne pas l'avoir vu pour l'instant? Ça va, je leur en veux pas. On n'est pas rancunier, c'est Non, ça va. À la belle étoile raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Yazid. Et Yazid démarre très mal dans sa vie parce qu'il est le fils d'une femme qui vient d'immigrer, qui a aucune connaissance, aucune famille, et qui va plonger dans la prostitution, l'alcoolisme. Et en gros, c'est sa porte d'arrivée dans la vie. Et en fait, il est ballotté de familles d'accueil en foyer. Et en fait, un jour, dans une famille, il découvre qu'un des garçons de la famille fait de la pâtisserie. Et en fait, dans les yeux de la mère adoptive, il voit qu'elle est très fière. Et en fait, il se dit que lui aussi, un jour, il pourra avoir en retour les yeux fiers de sa mère. Et en fait, il se lance dans la pâtisserie. Et en fait, il n'a rien à perdre. Et donc, il va franchir des barrières que personne ose. Il a un culot monstre et il y va. Et en fait, il suit sa bonne étoile, voilà, et qui l'emmène à travailler parmi les plus grands chefs pâtissiers. Voilà. Donc, c'est une très belle histoire et c'est une histoire vraie. Et c'est très bien raconté. Là, on a vraiment tout cartographié, c'est nickel. Alors sur ce film précisément, donc tu le réalises. Et au niveau du scénario, parce que cette émission c'est principalement du scénario, tu collabores au scénario parce que tu es arrivé sur le film avec déjà une première version qui était donc déjà écrite. Raconte-nous un peu comment ça se passe du coup, la genèse de cette arrivée sur un projet qui a déjà un petit peu avancé. Ouais, absolument. En fait, je suis arrivé sur le projet alors qu'il était déjà bien entamé, bien même, j'ai envie de dire, abouti, parce qu'en fait, Laurence, la productrice, elle est rentrée en financement. En gros, Laurence Lascari, ma productrice, qui a produit l'Ascension, elle a produit mes courts-métrages en amont. Et on a des projets d'écriture à ce moment-là ensemble. Et j'écris depuis, je sais pas, 2015 avec elle, un ou deux projets. Voilà. J'ai un projet de long
que je mène, que j'écris, que je laisse de temps en temps parce qu'il faut que j'aille bosser sur les plateaux, parce que c'est pas encore scénariste, c'est pas encore mon activité J'étais principale. assistant réalisateur à l'époque. Voilà, absolument. Donc du coup, j'ai des périodes où je dois m'arrêter, des périodes où je reprends. Donc voilà, l'écriture prend un peu de temps. Et en fait, je crois que c'est en décembre 2020, elle m'appelle, elle me dit: «Voilà, je vais rentrer en financement avec un projet qui s'appelle À la belle étoile, c'est l'histoire d'un pâtissier et tout. Est-ce que je peux t'envoyer le scénario parce que j'aimerais bien faire une étude de film?» Donc l'étude de film, en fait, ça consiste à décortiquer le scénario, d'un point de vue technique, pour, savoir, avoir une estimation de temps de tournage, de jours de tournage, de moyens techniques, de moyens humains, donc voilà. Une sorte Et de dépouillement, mais encore plus poussé. voilà, Ok. et en fait tout ça et puis voilà, les cachets, tout ça et tout, c'est une estimation pour que le directeur de production puisse avoir tous les outils et en faire un devis. Voilà. Et donc, tu verras quand tu seras premier. Et en gros, je lui dis: «Bah vas-y, c'est parti». Je fais l'étude de film. Mais avant ça, je lis le scénario donc. Et je lis le scénario et je suis bouleversé. Je me dis: «Waouh! Ah ouais! Ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'un jeune pâtissier comme ça, il me fasse chialer quoi, à la fin du scénario, quoi». Et j'étais complètement remué. Mais bon, je remets ma casquette d'assistant réel. Faut pas que ça se voit trop. Voilà. De côté, les sentiments, les émotions, et on y va, quoi. Et donc du coup, à ce moment-là, je lui livre le plan de travail, je lui livre tous les dépouillements, voilà, tous les moyens techniques, et puis je lui mets une petite annotation, dans le mail, pour lui dire: «Bon, bah, voilà, voilà PS, je veux le réaliser. et ben, ça a été plus subtil que ça. Genre, en gros, bah, parce qu'en fait, j'avais déjà un projet avec elle, donc je me suis pas permis. Et puis, je savais que le scénariste est Cédric Ido, il devait le réaliser. Donc, voilà. Et Cédric, comment dire, le même profil que moi. Il allait faire son premier film. On se suit. Laurence a fait produit ses premiers courts-métrages, tout ça. Donc, voilà, aucune concurrence, voilà. Mais en tout cas, ouais, envie de faire un projet aussi beau. Et je lui dis, au fait, donc je lui fais un PS et je lui dis: Waouh, quelle histoire! J'ai été cueilli. Vous allez vivre un super tournage, une magnifique aventure. J'aimerais que le scénario qu'on écrit ensemble soit d'une aussi bonne qualité parce que c'est super de travailler sur des projets comme ça. Point. Point. Le temps se passe. Et écoute, alors là, peut-être qu'on va rentrer un peu dans une anecdote émotion aussi. C'est que en fait, au même moment, je tombe malade. J'apprends que en fait, j'ai un lymphome, j'ai un cancer. Ah merde. Et en gros, là, je mets en stand-by tout. J'arrête de bosser. Je terminais le film de Philippe Lachaud, Super-héros malgré lui, en tant qu'assistant réalisateur. Et puis le film se termine, moi j'arrête de bosser, et puis bam, je pars me faire soigner, chimio, tout le tralala, tout ça. Période un peu chelou. Et puis bah, je prends le temps du temps. En fait, je lis, je continue d'écrire et tout, et voilà. Et là, je rentre à un moment à l'hôpital pour une longue période parce que je fais une autogreffe. Donc voilà, bon, les détails techniques et médicaux, tu vois, ce sera plus tard dans un prochain scénario. Je rajouterai en post-prod une petite pastille sur ce qu'elle a. Et en gros, du coup, le truc, c'est que, en fait, bon, je vais rentrer en aplasie, donc c'est-à-dire que je n'ai plus de défense immunitaire, je suis dans une chambre stérile, et là, je morfle ma mère, tu vois, vraiment, genre, je perds 11 kilos comme ça en 4 jours, donc vraiment, ouais, plus d'énergie, quoi. Et en fait, juste avant ça, juste au moment où la chimio va faire son effet, je reçois un coup de téléphone de Laurence, et qui me dit: «Seb, écoute, il est tard, il est vendredi, à 22h», elle m'appelle jamais à cette heure-là, et elle me dit: «Écoute, je suis dans l'embarras parce que», et je comprends pas ce qu'elle me dit. Elle me dit: «Tu sais, machin, La belle étoile, nin». Je me dis: «De quoi tu me parles?» Elle me fait: «Beh, en fait, voilà, est-ce que tu veux le réaliser?» Et là, j'hallucine, tu vois? Et je lui dis: «Mais quoi? Mais raconte». Elle me dit: «Bah oui, parce que, en fait, Cédric est engagé sur un autre film, mais il va pas pouvoir le réaliser. Ça tombe pile poil au même moment, le financement, tout ça. Donc voilà, j'ai pensé à toi.
moi, je suis complètement comme un ouf. Je hurle dans la chambre. Genre, je me dis, les infirmières vont Ascenseur venir. émotionnel total. Ah ouais, complètement, quoi. Je suis heureux. Vraiment, ah ouais, là, je me dis, et là, j'ai qu'une envie, c'est de sortir, quoi. De sortir vite de là, de cette chambre. Je devais rester un mois et demi. Je suis resté 3 semaines. J'aurais dit vite, vite, vite. J'ai relu le scénario, j'ai commencé à me mettre des musiques dans la tête, j'ai commencé à me réapproprier vraiment l'histoire et comment je voulais moi la raconter avec ma sensibilité. Et de là, bah, je suis sorti. Je suis sorti un peu affaibli quand même, mais en fait, j'ai demandé à ce qu'on commence direct le casting parce qu'elle elle prévoyait de tourner dans les prochains mois. Donc, on a lancé le casting, on a lancé les repérages. Et en fait, bah, moi, ça m'a permis de faire ma rééducation, quoi. Et puis voilà, bim. Et puis, je me suis lancé dans le scénario à fond. Voilà. Ah ouais, je t'avoue qu'en posant cette question, je ne m'attendais pas à cette réponse. Je ne m'attendais pas à un truc aussi poussé. Je me suis dit, bon, on va commencer tranquille avec une petite question. Ah non, tu vois. Pas du tout. Ah non, mais là, ouais, vraiment, tu vois, maintenant, je me fais le flashback de quand je te voyais sur le plateau et j'avais pas l'idée ouais. de tout ce qu'il y avait eu derrière. Ouais, j'avais les cheveux courts Ouais. parce qu'ils repoussaient. Ouais, je me suis dit, il a pas cette coupe à l'époque. Non, pour te dire, pour monter au bureau de production les premiers mois, il y a un escalier et en fait, je crois que je mettais 2 minutes alors qu'il y a, je sais pas, genre 50 marches, un truc comme ça. Hyper essoufflé, hyper affaibli, quoi. Et puis bon, bah après, à la fin de la prépa, ce qui était cool, c'est que je mettais 30 secondes à peine, quoi. Voilà. Au fur et à mesure, ça Voilà, va monter exactement. petit à petit. C'est Rocky, quoi. Vraiment, Ouais. Mais ce qui va être intéressant, du coup, pour la suite de l'interview, c'est de dresser justement peut-être un parallèle là-dessus. Ouais. Sur le fait de revenir à la charge comme ça et de partir d'une situation vraiment pas donnée du tout de base et réussir quand même à atteindre son rêve. Eh bah ouais, Qui hein. peut être réalisé un premier film. Et juste par curiosité, avec Cédric, donc, qui a écrit cette première version, est-ce que vous avez eu des contacts, des échanges quand toi tu t'es réapproprié le texte? Est-ce que tu l'as un peu sondé pour voir des choses avec lui, ou est-ce que vraiment tu t'es dit c'est une première proposition, moi je pars sur autre chose Non, et je moi me coupe de lui? j'avais besoin d'une passation. J'avais besoin de. En fait, je sais ce que c'est qu'écrire. Et tu vois, c'est ton bébé. Et je voulais pas lui arracher comme ça. Donc, en gros, je voulais voir avec lui aussi l'avancée du projet. Qu'est-ce qui avait été écrit, comment, qu'est-ce qui avait été retiré, qu'est-ce qui avait été. Voilà, tout un petit peu de savoir. Parce que moi, j'ai rencontré Yazid. Et il m'a raconté des anecdotes encore plus folles que ce qu'il y a dans le film. Et je le raconte à Cédric. Il me dit, ouais, mais ça, pareil, tu vois, il me l'a raconté, mais on peut pas le mettre dans le film parce que le film ferait 4 heures, quoi. Donc, effectivement, j'ai eu besoin de cette passation pour savoir, pour aussi connaître ce qui était. C'est une histoire vraie, donc j'avais besoin de connaître aussi ce qui avait été romancé, ce que Cédric avait tordu dans la réalité. Donc voilà, j'avais besoin de savoir tout ça, même si j'ai demandé confirmation à Yazid après. J'avais besoin de ça. Et puis en fait, après, Cédric, il me fait, Seb, mec, c'est ton film maintenant, vas-y, quoi. Et ça m'a mis en confiance et je me suis dit, ok, c'est parti. Et donc, comme tu l'as un petit peu mentionné, le livre, c'est une adaptation, du coup, entre guillemets, une adaptation du livre, inspiré du livre, on va dire, Un rêve d'enfant étoilé de Yazid Hichem Rahen, si je le Ouais. dis correctement. Bien joué. Et justement, la question, c'est, pour continuer sur ce sujet, donc c'est intéressant parce qu'il y a eu le livre, après il y a eu la version de Cédric, et après il y a eu ta version à toi. Toi, ton regard vis-à-vis du livre, est-ce que tu t'es dit, il faut vraiment prendre des libertés, il faut pas rester collé au texte, et il faut vraiment que j'arrive à faire œuvre de cinéma en partant de ce livre? Ou est-ce que tu as essayé quand même de garder une espèce de fidélité du récit de la vie de Yazid? Alors, j'ai pas voulu lire le livre parce que en fait, je me suis dit que le travail d'adaptation, il avait déjà été fait par Cédric. Donc, je me suis libéré de ça, sachant que quand j'ai eu le scénario aussi entre les mains, les partenaires financiers étaient déjà engagés et c'était pas question que je remodifie la structure complètement et voilà. Donc, je l'ai fait après, au montage. En gros, le truc, c'est que j'ai
j'avais pas besoin d'aller fouiller encore plus dans le livre. Moi, j'avais besoin de connaître Yazid vraiment dans sa vraie vie. J'avais besoin de savoir qui il était, comment il voyait la vie. Ça, c'était vraiment ça qui était plus important pour moi. Et d'aller trouver d'autres anecdotes ou d'autres histoires et tout, je me suis dit, ça va m'embrouiller plutôt qu'autre chose. Et puis en plus, j'étais dans un espèce de chronomètre parce que Ouais. en fait on allait tourner et donc j'avais pas non plus le temps que je voulais pour revoir l'histoire, quoi. Et puis en vrai, j'arrive sur un projet, le projet il est validé par la productrice, enfin voilà, je vais pas tout remettre en, tu vois, enfin, à un moment faut être pragmatique, quoi. Pas faire son film à soi et tout. Donc j'ai fait confiance au travail d'adaptation de Cédric, qui a passé du temps aussi avec Yazid, qui a eu ce temps de découverte. Voilà. Et en gros, moi, voilà, j'ai développé certaines scènes parce que je pensais qu'il fallait mettre plus l'accent sur certains moments de sa vie. Il y en a d'autres que j'ai diminué. Voilà, c'est un peu ça. J'ai fait un travail de curseur aussi. Dans ce film, j'ai l'impression qu'il s'inscrit aussi dans une espèce de tradition en le regardant, entre guillemets, film de passionné. Je pourrais ranger un petit peu dans la même catégorie que Whiplash avec la batterie, ou même à un moment dans le film, tu cites Rocky via le personnage qui est joué par Dikosh, très bien joué par Dikosh d'ailleurs. Tu cites Rocky. Est-ce que t'es vraiment allé chercher dans ces films donc ces films de passionnés, une espèce de modèle, de structure, ou même essayer de comprendre la graduation de la motivation pour aller atteindre un objectif? Ah bah en fait c'est ouais, alors absolument. En gros, c'est vrai que ce sont des films qui te mettent dans une énergie. Tu regardes ce genre d'histoire. Moi, en tout cas, personnellement, quand je vois ce genre de film, Whiplash, Rocky, comme tu le cites, il y en a plein d'autres. Je me souviens que pendant le film aussi, pendant la prépa, j'ai regardé À la recherche du bonheur. J'ai regardé plein de profils comme ça, où en gros, où la vie, elle est compliquée. La vie peut s'acharner sur toi. Mais tu es au-delà de ça, en fait. Tu es vraiment dans la résilience, t'es dans le combat au quotidien. Et tu crois à cet espoir. Tu t'accroches à cet espoir de te dire, bon, je vais y arriver. La vie va pas m'abandonner, quoi. Je vais y arriver. Et j'avais vraiment envie, effectivement, de citer Rocky parce que Rocky fait partie des films qui m'ont construit et qui m'ont construit dans mon cinéma, mais surtout dans ma vie à moi, c'est-à-dire d'être opiniâtre, de rien lâcher, de se dire que bah, voilà, le travail fait que tu auras le retour de ton travail, quoi. C'est ça, quoi. Donc, C'est marrant parce que juste avant, tu mentionnais le fait que dans la première version, la structure est relativement linéaire. On part d'un Yazid enfant vers un Yazid adolescent jusqu'à peu près un Yazid jeune adulte, grossièrement. La version qu'on a dans le film, elle est beaucoup moins linéaire. On a vraiment des allers-retours entre le passé et le présent. Et je voulais savoir à quel moment, tu nous as peut-être un peu donné la réponse tout à l'heure, mais à quel moment s'est opéré ce changement? Est-ce que c'est dans la version Sébastien Tullard ou est-ce que, comme tu l'as peut-être mentionné, ça a été quasiment fait au montage après coup, entre guillemets? écoute, ça n'existe pas dans le scénario. Ça s'est joué au montage. En gros, bon, j'ai été monteur. Donc, quand je suis arrivé en montage, j'avais cette, on va dire, entre guillemets, sérénité, parce que je sais monter. Mais tu as tout fait dans le cinéma. Assistant Non, réalisateur, monteur, réalisateur, scénariste. il y a des métiers, je m'y approcherai pas. Mais, Est-ce que tu sais prendre du son? Est-ce que tu peux faire Perchman tout de suite? non, quand même pas. Non, je laisse quand même aux autres. Voilà. C'est gentil de laisser un peu. Non, mais en tout cas, j'aimerais bien faire la musique de mes films. J'en ai aucun talent. Et je laisse ça pour. Va falloir s'arrêter à un moment. Ouais, voilà. On peut pas tout faire non plus. Non, mais en tout cas, c'est vrai que
quand je suis arrivé en montage, j'étais, c'est un domaine que je connais. C'est un domaine dans lequel j'ai évolué pendant des années avant d'être assistant réalisateur. Donc, je connaissais ça. Cependant, là, tu montes un long métrage, tu montes ton long métrage et tu as tout le poids de ton film sur tes épaules. Donc, du coup, il y a quand même cette pression qui est là encore pendant quelques mois, quoi. En gros, là, on est vraiment dans un cas d'école avec À la Belle Étoile. C'est-à-dire qu'il y a un film qui a été écrit au scénario. En fait, comme on dit, un film, il s'écrit 3 fois. Au scénario, au tournage et au montage. Et là, ça se voit clairement parce que, bon, déjà, sur le tournage, il y a eu... on a modifié certaines choses, comme dans tous les tournages, en vrai. Par rapport au décor, par rapport au dispo de comédiens, ou par rapport à machin. Il y a plein d'aléas qui font que tu changes un peu l'écriture. Et au montage, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé avec un film qui est sur le premier bout à bout qui faisait 2h45. C'était The Brutalist. 3h30, bam. Ouais, sans entracte. Donc, du coup, je me suis dit, OK, bon, là, le film, il est long. Et c'est un bout à bout, OK. Mais qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner une demi-heure. Le film, il va faire 2h15. Et là, je commençais à entendre un peu, ouais, ce serait bien que le film fasse 1h45 et tout, quoi. Et là, je me dis, bon, ça va être compliqué. Là, à ce moment-là, oui, non, je suis pas serein, là. Parce que je me dis, qu'est-ce que je vais couper? Comment ça va se passer? Et en fait, je me souviens, je devais montrer le film, je faisais une projection à ma productrice et à son associé, Laucine Grimich, et puis à Backfilm, le distributeur. Et je sais que je vais leur montrer un film long et je peux pas venir sans solution, quoi. Donc, à part, je sais ce qu'ils vont dire. Ouais, bon, bah, c'est bien. Bon, bah, voilà, tu vas réduire et tout. Mais moi, je sais que le film, je vais le réduire, mais ça va perdre en narration, ça va perdre en cohérence. Donc, je commence à réfléchir en me disant, eh ben, et si le film il était déstructuré narrativement, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux? Ou est-ce que voilà. Et en fait, tout de suite, j'ai vu que le film était structuré comme l'enfance de Yazid, son adolescence et son âge adulte. Et toute la première partie, elle était très larmoyante. Et le premier moment où il arrivait dans les cuisines, c'était au bout de 25 minutes. Et en fait, la promesse du film, c'est vraiment un film aussi dans une arène de labo, de pâtissier. Et en fait, je me dis, on peut pas faire attendre comme ça aussi longtemps, quoi. Donc, on va rentrer dans le film directement dans l'âge de l'adolescence. Et en fait, j'irai chercher à certains endroits les moments clés de sa vie. Et en fait, là où ça a pris tout son sens, et je suis très content de l'expliquer aujourd'hui, en fait, là où ça a pris tout son sens, c'est que dans la narration, toute son adolescence, elle est toujours encore hantée par son enfance. Et en fait, il peut pas avancer. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a ces retours en arrière. Et en fait, il avance difficilement, mais sa mère revient toujours dans cette relation toxique. Et en fait, ça l'empêche d'avancer. Et toute cette première partie dans l'adolescence, il y a ces flashbacks. Et à partir du moment où on rentre dans l'âge adulte, il s'émancipe. Et en fait, il n'y a plus de flashback. Il y en a un seul sur la fin qui vient clore en fait, sa relation avec sa mère. Mais en fait, il n'a plus ça. Et en fait, pour moi, c'était là où je me suis dit, OK, c'est pas un effet de style, c'est pas voilà, on fait genre un film avec des flashbacks. Non, en fait, ça a toute son utilité là, à ce moment-là, parce que c'est intelligent, ça raconte vraiment son histoire, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça en est venu là. Et là, du coup, j'ai pu retirer une grosse partie de l'enfance et de sélectionner vraiment les bonnes parties qui étaient très importantes, quoi. Ouais, mais en regardant le film, on ressent vraiment ça. Et je dirais que ça a deux effets. Le premier, ça a été, je trouve, de faire vraiment une narration très fluide. Moi, quand j'ai regardé le film, j'ai vraiment pas eu vraiment l'impression qu'il y a eu des flashbacks ou qu'on avait changé d'époque. Il y avait une espèce de continuum et à la fin, on se retrouve à la fin du film sans être rendu compte, comme si on avait glissé tout le long.
Et deuxième chose, le deuxième effet, je dirais que c'est que par rapport à la première version, j'ai l'impression qu'on a une graduation des découvertes qui est peut-être un peu plus excitante pour le spectateur et qui du coup contribue au premier effet. Typiquement, alors attention, je vais envoyer un très gros spoiler, mais le petit frère de Yazid qui décède, dans la première version, ça arrivait relativement tôt. Ouais. Là, ça arrive un peu plus tard. Hmm. Et du coup, ça a cet effet non, peut-être pas de justifier, mais de faire comprendre au spectateur, de le faire entrer en empathie sur ce personnage qui, du coup, a un vécu encore plus complexe et alourdir son personnage. Est-ce que ça, tu l'as conscientisé, cette espèce d'échéancier de révélation? Ouais, en fait, c'était drôle parce que j'ai compris que il fallait pas donner à manger au spectateur tout d'un coup. Et il fallait un peu donner au fur et à mesure. Et en fait, c'est ça qui accroche aussi, que le spectateur, faire confiance à son intelligence en lui disant, t'inquiète pas, je vais te donner les informations, mais réfléchis toi aussi, parce que tu es capable de réfléchir. Et en fait, avec ça, tu attrapes le spectateur. Parce que si tu lui donnes à manger sur un plateau comme ça, bah, en fait, il va se dire, ah ok, je vois exactement là où tu vas en venir et tout ça et tout. Donc, en fait, dans la salle de montage, j'ai fait imprimer toutes les vignettes des séquences et j'ai mis tout le film sur un mur. Et en fait, il y avait le film de manière linéaire, comme il était monté au bout à bout. Et sur un autre mur, toute la restructuration. En retirant toutes les scènes où je me suis dit, ça, on peut passer à côté pour cette nouvelle narration. Donc, à ce moment-là, c'était en fait visuellement comme un... en fait, ça me permettait de visualiser sur un ensemble, un mur, tout le film. Et donc là, en fait, je me disais, bah là, en fait, ce serait bien que ça arrive là, à ce moment-là. Là, ce serait bien qu'on ait l'explication de pourquoi il est comme ça et pourquoi il a subi ça. Et hop, tac, on mettait, j'insérais ce flashback. Et pour avoir l'équilibre, de voir, bah tiens, là, on est à deux séquences de d'où ça pourrait arriver. Hop, là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, en fait, ce qui était drôle, c'est que quand j'ai mis tout en place, c'était comme si en fait ça avait été écrit. Parce que, comme tu dis, c'est fluide. Et les moments, je me souviens le moment où en fait où en fait il apprend que son petit frère est décédé. Bah, en fait, plus tard dans son adolescence, il va dans une cage d'escalier se réfugier de la pluie. Et en fait, il entend un bébé qui pleure. Et en fait, ce bébé qui pleure, en fait, dans la version originale, il l'entend et après on passe à la scène suivante. Mais là, en fait, ça fait écho à son enfance et donc il entend le bébé qui pleure et bim, en plus, il est dans des escaliers et en fait, quand il découvre que son frère est mort, il est en train de monter les escaliers. Et en fait, c'était fou. En fait, tout ça, je me dis, mais c'est incroyable. En fait, c'est là où je me suis dit, les étoiles s'alignent. C'est incroyable. Voilà. Ouais, et bah, toujours dans cette idée de la restructuration, du coup un peu en troisième écriture, euh, ce qui n'était pas le cas dans la version originale, aux alentours du midpoint, on découvre on arrive sur la Côte d'Azur, donc au moment où Yazid travaille dans un palace sur la Côte d'Azur, et, euh, et à ce moment-là, il y a un truc très malin, je trouve, qui a été fait, c'est de raccrocher les wagons du concours final, de l'incorporer dans la narration du palace. Parce qu'au préalable, dans les versions précédentes, il n'y avait pas ce lien entre la carrière de Yazid dans les palaces et ce fameux concours, cette Coupe du Monde des pâtissiers à la fin qu'elle est arrivée. Alors que là, il y a une espèce de concurrence qui s'installe avec les autres cuisiniers. La chef annonce qui souhaite y candidater. Donc, ça, est-ce que c'est un truc qui a été décidé forcément, ça a dû être décidé au scénario. Et à quel moment tu t'es dit, il faut plus de liens entre les séquences entre elles et éviter de morceler comme ça la vie de ce mec, même si ça déforme un chouïa la réalité. Oui, bah en fait, en vrai, quand on fait une adaptation, on est un peu obligé de romancer et bah ouais, effectivement. Ça, moi, à la lecture, je l'avais vu et à la première lecture, et effectivement, euh, je trouvais que la Coupe du Monde, pour moi, c'était un but ultime pour lui et il peut pas arriver comme ça d'un seul coup dans sa tête et tout. Il faut qu'il l'ait depuis très longtemps.
Et donc, c'est pour ça que. Et puis, il faut faire monter la sauce, quoi. Et, et en fait, l'idée, c'est que ça a été dès la première scène de se dire bah tiens, la chef Satomi, elle va parler du concours. Et ça va être le grand moment où il dit il veut s'inscrire à ça. Et puis après, en parlant avec Esteban, il me dit ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire le concours. Mais en off, hein, vraiment, quand je lui ai proposé le film. Et je lui dis bah ouais, en fait, c'est cool parce que ça pourrait. Ça me rajoute des jours de tournage. Mais lui, c'est ce qu'il voulait. Hein. Et moi, j'étais content parce qu'on était ensemble. Mais donc, du coup, en gros, le truc, c'est que effectivement, ça faisait monter cette concurrence qu'il y avait entre eux. Donc, ça, c'était très cool. Mais voilà, l'idée, c'était que ce soit sous-jacent et que ce soit son but qui monte. Et en fait, toute cette troisième partie, elle est faite pour arriver au climax de cette Coupe du Monde, quoi. Et l'idée aussi, c'est que, en fait, cette partie, donc sur la Côte d'Azur, elle est là pour montrer son émancipation, son but qui est en train d'être atteint. Et l'idée, c'est de partir dans le sud. Ça nous donnait de la lumière aussi dans le film. Mais de la lumière pour lui, mais aussi vraiment en termes d'image. Et en fait, le film devient vraiment plus lumineux. Et là où toute la première partie, on est à Épernay, c'est très gris, il vit sous le couvert de sa mère, dans les foyers, tout ça, c'est vraiment pas le bonheur, quoi. Et d'un seul coup, quand il y a un ciel bleu qui arrive, là, on souffle et c'est une bouffée d'oxygène qui arrive, quoi. Et ça, même en termes d'étalonnage, Pierre Dejon, chef opérateur, il a vraiment fait en sorte qu'on avait cette volonté et vraiment le film s'illumine, quoi. C'est magnifique. Et du coup, pour revenir un peu sur ce qu'on disait avant sur Rocky Whiplash, c'est peut-être là aussi où tu as pu mettre ça, c'est que c'est des films où, en vérité, moi, quand je me souviens de Whiplash, je me souviens la scène finale avec le concert où il a eu un accident juste avant et il donne tout et il est magnifique. Rocky, on se souvient, quand on pense à Rocky, on pense quasiment, à part quand il court dans la montagne dans la neige, on se souvient vraiment des combats à la fin du film où il envoie et win. Et il gagne, et voilà. Donc, est-ce que ça aussi, cet héritage de film d'objectif, le film de conquête, on va appeler ça comme ça, ça t'a amené à élargir cette Coupe du Monde à la fin? Ah ouais. Ouais, complètement. Bah, pour moi, c'était Rocky 4, quoi. Pour moi, vraiment, quoi. Non, mais en plus, attends, l'anecdote où je me suis dit, il faut que j'écrive absolument. On adore les anecdotes, tu peux y aller. Voilà. La réplique de Dikosh qui parle de Rocky, en fait, elle vient après les essais costumes, où en fait, Pauline, ma chef costumière, elle me présente tous les costumes de Riyad, donc de Yazid. Et là, en fait, il met à un moment donné un blouson en cuir, comme ça, et il a les cheveux un peu gominés noirs et tout. Je me dis, putain, on dirait Stallone, quoi. C'est un truc de ouf. Putain, mais c'est mon Rocky, quoi. Et donc voilà. Et en gros, ça part comme ça, où je me dis, mais ouais, mais en fait, c'est ça le film. C'est la même trajectoire, quoi. Et il faut faire un clin d'œil, quoi. Et donc, et j'adorais ce lien entre voilà, Riyad et Dikosh qui sont devenus hyper complices en plus. Et puis, et voilà, et Dikosh qui vient se positionner comme un coach. Et ouais, donc, voilà, j'avais envie que ça monte et que vraiment la Coupe du Monde de pâtisserie, c'est le combat sur le ring, quoi. Vraiment, quoi. Ouais. Moi, j'ai une frustration dans cette scène de fin. C'est à un moment, Dikosh, il est assis à côté du personnage de Pascal Légitimus. Et tout le long du film, Dikosh, son personnage, n'arrête pas de dire « Ouais, il faut que tu trouves ton aristo blanc, trouve-toi ton aristo blanc qui va te financer et tout. » Et je me suis dit « Ah, c'est malin, il a mis Pascal Légitimus dans ce rôle-là, Ouais. qui du coup est métisse. Bah ouais. » Et je me suis dit « Ah, ça va être drôle, puisqu'on va avoir le moment où Dikosh découvre que c'est pas un aristo blanc, c'est un vrai ouvrier qui s'est fait tout seul et qui a réussi à monter plein d'entreprises. » Et du coup, ça va nuancer son espèce de focus sur le fait que y a le système qui nous contrôle, qui est très très marqué chez ce personnage. Et je me suis dit ah non. Bah, c'était ça l'idée en fait. Ouais. Donc bravo parce que c'était ça vraiment l'envie. Mais on avait 3 jours pour tourner tout ça, ce gros bousin.
Vraiment, c'était énorme. Et en fait, l'idée, c'était de pas on pouvait pas vraiment trop se focaliser sur cette, mini intrigue-là, malheureusement. Et je pense que c'est parce que alors là, ouais, je pense que j'ai appris aussi parce que, je l'ai tourné dans tous les sens en me disant: «Qu'est-ce qui est le plus simple, le plus, c'est quoi la réplique qui va faire qu'il se rend compte que c'est lui, machin?» Et en fait, ça venait pas. Je crois que j'avais la tête complètement, vraiment, mais, remplie de plein de choses. Je vois pas pourquoi. Vraiment, t'as vu une prépa tranquille, t'as vraiment pu prendre ton temps. Je vois aucun facteur qui aurait fait que tu sois crevé à la fin du film. Et puis ouais, en plus ça arrivait, c'était vraiment ouais, ça arrivait à cette période-là sur la fin du tournage donc on était bien fatigués et en fait, ouais, je cherchais cette réplique qui allait faire que, Manu se rend compte que, Bouchard, mais c'est pas un aristo blanc quoi, c'est un métis et qui s'est fait lui-même quoi et ouais, en fait là j'étais sec et c'est pas venu à fond. Mais en fait après en revoyant le film et tout plusieurs fois, je crois que c'est venu presque au bout d'un an après avoir monté le film où je me suis dit: «Ah putain, ça y est, je l'ai la réplique qu'aurait pu faire». Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous la donner a posteriori? Non, mais en vrai, c'est tout simple. En fait, j'aurais dû inverser, la réplique et que ce soit pas, vous connaissez Yazid, que ce soit pas, Bouchard qui dit ça, mais que ce soit, Manu et que là, en fait, ça déclenche, la discussion et en vrai, voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais après, rien que de les voir les deux dans la même image, Ouais, c'est kiffant. c'est pour ça que j'y ai pensé. Je me suis dit, hein, marrant. Ouais, ouais. Je vois le. Non, mais en plus, moi, j'aime bien, j'aimais bien briser, ces codes, qu'il y avait. C'est-à-dire que en fait, ouais, il y a des mécènes, il y a des sponsors, qui sont des blancs aristos et oui et c'est cool et tout et là, en fait, bah, mmh, c'était voilà, aussi dans le film, à la prépa, c'était d'essayer de gérer tous les curseurs et là, oui, on peut c'est peut-être possible que si je prends un comédien, blanc aristo, en fait, on va rentrer un peu dans le cliché. Ce qui est presque enfin, je dis pas c'est le cas dans la vie, mais en tout cas le sponsor et mécène de Yazid, c'est quelqu'un qui, oui, qui alors je sais pas si c'est fait lui-même et tout, j'ai pas été recherché jusque-là, mais en tout cas, c'est pas un métis, quoi mais en tout cas, moi, j'aimais bien cette idée de, casser les codes, de pas de, aussi, prendre à contre-pied une idée reçue et voilà et pendant tout le film, j'ai essayé de faire gaffe aux curseurs comme ça, que ce soit aussi avec la famille d'accueil, pas rentrer dans le truc de se dire: «Ouais, les familles d'accueil, c'est horrible et tout, c'est dur la vie et tout». Bah non, en fait, il y a des familles d'accueil où ça se passe bien. Via, par exemple le personnage d'Antoine, qui donc est le fils des parents de sa famille d'accueil, qui dans la première version était un petit peu méchant avec Ouais, Yazid. Et là, dans le film, c'est peut-être de ça dont tu parles, de ouais, calmer un peu la rivalité. absolument. Putain, tu travaillé, hein. Ah, qu'est-ce que tu crois? Parce que ça, c'est dans la poubelle du montage, hein. Ah, ah. Ouais, en gros, on l'a adouci, effectivement, parce qu'en fait, il y a un moment aussi, c'est que quand tu vois le film, tu te dis, heu, en fait, c'est son cocon, cet endroit. Donc on peut pas lui mettre trop, il a déjà des épines partout, dans sa vie. On va pas lui en rajouter jusqu'à dans son foyer où tout se passe bien, où ça baigne d'amour, quoi. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'était de radoucir à cet endroit-là, quoi. Donc tu m'as dit que tu t'es lancé quand même relativement vite dans le film, du moment où le film a été greenlighté, et que toi, tu as fait un retour retour en force dans la vraie vie. Et, est-ce que quand même, je suppose que oui, mais tu as fait combien de passes sur le scénario? Combien de versions, entre guillemets, il y a eu la version Tullard, elle a combien de versions? En gros, jusque pendant le tournage, hein, ça se réécrit. Après, c'est surtout des répliques, qui se réécrivent parce que, moi, j'aime bien travailler avec mes comédiens. J'aime bien, faire des lectures, des répétitions. J'aime bien aussi quand ils s'approprient le texte, qu'ils se le mettent dans la bouche, que ça sorte du coup naturellement. Je suis pas à la virgule près ou quoi. Par contre, il faut qu'il y ait des idées qui soient là et combien de versions? Je sais pas, peut-être, 4-5 en plus quoi, de moments où ouais, je dis: «OK, on a une nouvelle version». Oui, en fait, ouais. Parce que c'était
des espèces d'updates parce que je savais que j'avais des scènes que je voulais retravailler. Admettons, la grosse update, c'était la dernière scène pendant la Coupe du Monde où en fait, je crois qu'elle fait initialement 4 pages ou un truc comme ça. Et en fait, moi, j'en ai écrit 15 parce que je suis allé voir la vraie Coupe du Monde de pâtisserie et j'ai fait waouh, c'est quoi ce bordel, quoi? C'est un truc de fou, c'est la Ligue des Champions, quoi. Non, mais attends, c'est un truc de fou. Il y a des commentateurs. Non, mais c'était fou, quoi. Il y avait des grues partout qui filmaient, machin. Il y avait dans le public, il y avait 3000 personnes. Et en gros, moi, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Il y avait des gens avec les drapeaux. Je me souviens, il y avait les Suisses avec les cloches et tout. Ding, 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 ouais. C'était le Il y avait des Vélodrome. Mais ouais, C'était le Parc fou. des Princes, ça envoyé. Donc, en gros, je me suis dit, bah, en fait, il faut que ce soit comme ça, quoi. Et puis après, j'ai vu aussi tout le protocole qu'il y avait, c'est-à-dire les préparations des desserts, la sculpture sur glace, les trucs. Et je me suis dit, en fait, ouais, en fait, faut les tirer, ce moment-là, parce qu'on l'attend depuis le début, quoi. Et c'est là où il va s'accomplir vraiment, quoi. Parce qu'en plus, Yazid, dans sa vraie vie, en ayant discuté avec lui aussi, c'est que j'ai compris quelque chose, c'est que il cherche une espèce de légitimité, il cherche, en tout cas, il cherche la reconnaissance, et la reconnaissance, elle passait par un titre, tu vois, de champion du monde. Donc du coup, il fallait, comme Rocky, hein, il fallait qu'il ait la ceinture autour de la taille, donc il fallait qu'il aille chercher ça, donc voilà. Pas de Adrian, pour le coup. Non, et ça volontairement. Ouais. Pas d'histoire de cœur, pas d'histoire d'amour pour Yazid, parce qu'il n'a qu'un but, c'est sa réussite. Et en fait, son histoire d'amour, elle est avec sa mère, en fait, en vrai. Même si elle est complètement chaotique, son histoire d'amour, c'est celle qui le lie avec sa mère et qui est moteur, en fait, quand on réfléchit. Si sa mère, elle n'avait pas été aussi chaotique pour lui, bah, en fait, est-ce qu'il serait allé chercher la reconnaissance? Voilà, je pense que c'est ça aussi le moteur des gens comme ça. Mais niveau histoire d'amour, j'ai cru que vous allez y aller. Parce qu'en fait, j'ai vu la première version et je me suis dit, avec la chef dans le sud, Satomi, exactement. Je me suis dit, je crois. Parce que je lis d'abord le scénario et après, je regarde le film. Bon, là, c'était un peu une coup galvaudé parce que j'avais déjà vu le film à l'époque. Mais je me suis dit, mais en lisant le scénario, on a l'impression que ça se dirige vers quelque chose, eux deux. Pas du tout. Ça, c'était génial. Ça, c'était génial à faire. Alors, plusieurs raisons. C'est qu'au début, ça n'existait pas dans le scénario. Et c'est drôle parce que voilà, il y a tous les techniciens qui lisent et tout. Je sais plus qui me dit ça, mais 2-3 fois, il y a des gens qui me disent, mais il est homosexuel, Yazid. À cause de la scène où il est avec son pote tard la nuit en train de travailler, il se jette de la crème dessus. D'ailleurs, à un moment, je leur ai fait une blague. Je leur dis, et donc on était sur le plateau, et je leur dis, bon, et donc là, à un moment, vous vous embrassez. Et là, les deux me regardent, ils font quoi? Et là, je fais, non, les gars, détendez-vous, tranquille. C'est très vicieux ce que tu fais. Mais c'est vrai qu'en voyant la scène dans le film final, je les vois se jeter de la crème et tout, je dis, oh là là, bah dis donc. Mais il n'y avait pas ça dans le scénario. Je me mets à feuilleter comme ça. Je me dis, mais il y a un truc qui manque là. Ouais, du coup, en fait, donc, quand tu reçois ça une première fois, ce genre de remarque, tu te dis, bon, arrête, tu déconnes, vas-y, t'as des idées mal tournées, quoi. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour avec une fille dans sa vie, dans le film, qu'il est homosexuel, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que c'est un raccourci très rapide en général dans les films. Il n'y a pas de fille, il est homosexuel. Bah ouais. Donc, du coup, je me suis dit, bah non, tout va bien. Après, une deuxième fois, une troisième fois. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, vous n'avez pas compris, en fait. Son but, il a des occasions. Ok, on ne les montre pas. Mais c'est un mec qui plaît. Mais en fait, il a qu'un but dans la vie, c'est de réussir sa carrière, quoi. Et en fait, les histoires d'amour, il verra ça plus tard, quoi, quand il aura son titre. Et en fait, au moment où Satomi elle lui présente sa chambre, c'est là où je me suis dit, ouais, là, il peut y avoir un truc cool. Il peut y avoir une ambiguïté. Et d'ailleurs, c'était pas écrit sur le scénario. Et c'est ça qui est l'écriture qui est au tournage. Je dis à Lika, qui joue Satomi, je lui dis, bon, quand tu vas rentrer dans la chambre, j'aimerais bien que tu sois hyper séduisante, tu vois, et que tu laisses une petite ambiguïté. Parce que, en fait, vous êtes tous les deux dans une chambre à ce moment-là. Et en fait, je pense que tu es amoureuse de son talent, mais en fait, et pourquoi pas plus, quoi. Et tu vas le tester. Et donc, du coup, on a fait ça.
Et Riyad était complètement, il était pas vraiment au courant. Donc du coup, il était un peu bouleversé, genre à sa tête, genre de: «Et qu'est-ce qu'elle me fait?» et tout. Donc c'était très, très drôle. Et en fait, donc encore une anecdote, c'est que vu que c'était pas sur le scénario, quand, comment dire, France Télédistribution a vu, donc était à la projection du film, ils ont regardé le film et à un moment donné, ils se regardent comme ça, ils se disent: «Mais attends, on n'avait pas lu cette scène, nous?» Et en fait, ils me l'ont raconté, et genre ce qu'ils se sont dit, quoi. Et c'était très, très drôle, genre. Et ils étaient: «Mais attends, mais il y a une histoire de il y a une scène de sexe et tout». Et ils étaient genre: «Mais qu'est-ce qui se passe et tout?» Et puis hop, désamorcé. Et genre là, ils ont éclaté de rire. Ils se sont dit: «Oh là là, il nous a bien eu». Et donc voilà, donc c'était très, très drôle, très, très cool. L'angoisse pendant 2 minutes. Ah, quoi? Mais Qu'est-ce voilà. qu'il nous a fait? Et donc ils sont venus me raconter ça après, à la projection. Ah ouais, marrant. Ouais. Mais ça, ouais, en regardant le film, je me suis dit, je vois, j'ai vu ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, là, pour revenir un peu sur le fond vraiment du film, euh, dans ce film, Yazid, donc, qui parle d'un milieu social qui est vraiment très complexe. Le film met en avant le talent comme vecteur d'émancipation, euh, ce qui peut souvent être un sujet un peu piégeux. Parce qu'on se dit, bon, bah, si on part d'un milieu social vraiment très bas, très complexe, et qu'il n'y a que le talent qui peut nous sortir, quid des gens qui n'ont pas de talent? C'est très compliqué pour eux. Et donc, du coup, j'ai essayé de voir qu'est-ce que, pour toi, ce film raconte sur ce lien qui, des fois, peut être un peu pervers entre milieu social d'origine complexe et réussite talentueuse. Parce que des parcours comme celui d'Yazid, c'est malheureusement des exceptions, des espèces d'ascension sociale folle comme ça, grâce au talent. Ouais, en fait, au-delà du talent qui est raconté dans le film, en fait, on le voit, c'est le travail, en fait. Moi, c'est plus le travail que le talent. En fait, le talent, il vient parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un lâcher-prise et que tu te fais confiance. En fait, je pense que tu es tellement à l'aise dans ton travail que à un moment, le talent arrive parce qu'en fait, tu as de l'aisance, quoi. Et pour moi, Yazid travaille énormément. Il travaille, le film raconte pas le talent, il raconte vraiment le travail. On le voit travailler de nuit, on le voit travailler plusieurs fois de nuit, hein. Dans la première cuisine chez Masséna, dans la cuisine avec Manu. On le voit travailler encore de nuit dans le garage sa famille d'accueil. Donc en gros, c'est un acharné du travail. Et en fait, j'avais envie de raconter ça, enfin le film raconte ça déjà de base, euh, en- mais j'étais heureux que ce soit mon premier film parce qu'il y a une résonance aussi avec moi. C'est-à-dire que euh, moi, je suis un acharné du travail. Je bosse parce que, en fait, je n'ai pas des parents qui ont été dans ce milieu avant moi. Mes amis autour n'évoluent pas dans ce milieu. Et j'avais pas les contacts. Voilà, tout pour faire simple. Et donc, j'ai dû bah, voilà, redoubler d'efforts et puis savoir si j'étais vraiment à ma place. Et donc, pour être à ma place, il fallait que je sois légitime, donc il fallait que je travaille encore plus et de me dire, bah, je connais tout et voilà, peut-être d'où le montage, l'assistant réalisateur et puis après le réalisateur, quoi. Mais, mais en fait, euh, dans cette idée, c'est de se dire que, voilà, aussi, il y avait ce curseur-là. C'est-à-dire que, oui, c'est une ascension sociale par le travail. Et en gros, j'avais, comment dire, envie de vraiment l'honorer. Et cette histoire arrivait vraiment à merveille, à pic, quoi, pour raconter ça. Et après, en fait, bah, l'idée du talent, en fait, c'est que, comme je disais, en fait, c'est que, en fait, à un moment, il suit son instinct, que ce soit pour quand chez Masséna, il décide de changer le gâteau qu'on lui demande de faire. Et il se dit non, moi je vais faire ça et je vais faire comme ce que fait le chef. Et donc, du coup, en fait, c'est le culot qu'il a aussi. C'est de se dire, bah, il fait, en fait, il fait les choses. Aussi, quand sur la fin, on va pas spoiler, mais il décide de changer de stratégie pour sublimer sa sculpture de glace. Euh, Plusieurs fois, il fait ça, en fait.
Pareil à la qualification pour l'équipe de France. En fait, il arrive en retard et en fait, il est tellement doué parce qu'il a travaillé qu'il peut se permettre d'improviser. Voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire que je pense que dans chaque domaine, que ce soit là dans la pâtisserie, mais que ce soit dans n'importe quel domaine, quand on a travaillé énormément, comme un comédien aussi, et qui connaîtra son texte par cœur, qui connaîtra son personnage, à un moment donné, il réfléchira plus à comment va faire le personnage, qu'est-ce qu'il va dire. Non, ça va sortir tout seul, quoi. Bah là, en fait, et ça, pour moi, le talent, c'est que tu as suffisamment travaillé pour que tu puisses lâcher prise et, euh, et donner ce que tu es vraiment en plus de ce qu'on te demande au travail, quoi. Voilà. Je reviens sur ce que tu disais du coup, parce que tu dressais un parallèle intéressant entre... moi j'ai un frère qui est pâtissier, Waouh. qui est un champion en termes de tarte citron meringuée. Ah C'est ouais. incroyable. Et il y en a Vraiment. pas là, Un jour, je t'en amènerai une. Je te promets, je t'en pose une sur la table. C'est une folie. Et j'ai pu voir à travers lui l'ambiance de travail que tu dépeins donc dans le film, qui règne dans une cuisine. C'est très strict. On peut presque dire que c'est militaire. Bah, c'est C'est militaire, c'est martial. Ouais. Et donc le parallèle est un peu tout trouvé avec un plateau de cinéma qui en vérité suit une espèce de logique similaire à celle d'une cuisine, très martiale, etc. Ma question, je pense que ce serait de dire, selon toi, pourquoi et la question est bête en la posant, mais enfin, pourquoi est-ce que les milieux d'élite et surtout de plaisir, parce qu'en soi la cuisine c'est du plaisir, le divertissement c'est du plaisir, pourquoi ces milieux-là entretiennent une espèce d'image un peu opaque de on ne sait pas ce qui se passe en cuisine, que ce soit une cuisine ou un plateau? Euh, alors déjà, je vais te faire une minute d'histoire Allez. parce que j'ai appris beaucoup de choses en faisant ce film. Et j'avais besoin d'aller dans les cuisines, plus particulièrement donc dans les labos, parce que pour les pâtissiers, on appelle ça des labos, pour connaître l'ambiance, pour savoir comment c'était dirigé. Et alors, ce qui était génial, c'était de voir que bah, finalement, comme tu dis, le fonctionnement dans un labo fonctionne exactement pareil que sur un plateau. Il y a une hiérarchie. Et pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit que chacun respecte sa part du travail pour que ça avance, quoi. Et donc il y a un chef pâtissier qui pourrait être le réalisateur, qui fait les créations, qui voilà. Après tu as son sous-chef qui va redistribuer aux commis. Et puis voilà. Alors j'ai pas trop envie de dire que mes techniciens sont des commis, mais en fait ça s'apparente en fait finalement à ça parce qu'ils sont dans l'exécution, quoi. Et en fait donc la minute histoire, elle est là. C'est que en fait Napoléon Bonaparte, quand il a commencé à conquérir l'Europe, il allait de plus en plus loin. Et donc en fait il emmenait donc ses soldats au front et qui étaient de plus en plus éloignés des bases françaises. Et en fait pour ça il a dû organiser du coup des hébergements et tout ça, mais aussi des cantines. Et en fait tous les cuisiniers qu'il a emmenés en conquête avec les soldats, ils ont été organisés pareil que les militaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dans le langage des cuisiniers. Euh, des cuisiniers dans une cuisine ou un labo, on appelle ça une brigade. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment dans la lignée, quoi. Et donc on doit ça à Napoléon. Toute cette organisation de hiérarchie dans les cuisines françaises, qui a été repris après à travers le monde, bah, en fait, elle vient de là. Et pour une bonne exécution du travail, quoi. Et Napoléon embarquait aussi des équipes de tournage, et du coup ça voilà. donnait exactement. Donc en gros... Et ben non, Régisseur général. Exactement. Régisseur adjoint. Non, je savais pas, tu vois. Voilà. Là, tu m'apprends un truc. Bah ouais, et puis quand il y a un fonctionnement qui est optimal, bah en fait, et efficient, bah du coup, on le réapplique. Et je pense que au cinéma, on avait besoin de ça pour mettre à exécution les idées d'un réalisateur.
Et donc, il a ses généraux avec lui, et puis il a toute son équipe avec ses chefs, sous-chefs, et puis voilà quoi. Et puis voilà, ses soldats, et on travaille en vrai tous, finalement, pas pour un plat ou un film, on travaille pour un réalisateur. Voilà, on travaille pour ce projet, voilà. Donc, non, non, voilà, en tout cas, alors, je sais pas d'où ça vient au cinéma exactement, j'ai pas l'histoire, mais voilà. En tout cas, je pense que ça peut, c'est une Non, explication non, qui mais pourrait venir de là. je vois bien l'explication. Tu vois, je l'avais pas et c'est assez intéressant au final de remettre en perspective une cuisine sous ce regard-là. Ouais, bon. Donc le film se tourne déjà dans un premier temps, c'est pas mal avant de Ouais, sortir. déjà, c'est cool. Et avant même de se tourner, donc tu as l'annonce. Enfin, tu as l'annonce. Je pense que du coup, tu as dû participer au processus pour choisir. C'est donc Riyad Belaïch qui est pris dans le rôle principal. J'avais vu ici et là que tu avais quand même auditionné énormément de monde au préalable. Donc Riyad, pour ma génération, mais je dirais même pour toutes les générations, on le connaît principalement via Instagram, via ses réseaux sociaux et son... Le mot est un peu complexe au vu de la performance qu'il livre dans ce film, mais d'influenceur. Là, on peut clairement l'appeler acteur vu ce qu'il a posé. Est-ce que toi, en ayant le scénario sous les yeux, tu t'es dit, et ensuite en voyant Riyad, tu t'es dit, ah tiens, ça colle, c'est exactement ça. Ou est-ce qu'en lisant le scénario, t'imaginais, ce qui ne veut pas dire que Riyad n'est pas une bonne option, mais est-ce que tu avais peut-être quelque chose d'autre en tête, une autre personnalité? Oui, j'avais des idées. Comment dire, on a commencé le casting et on a commencé à voir des jeunes. Naturellement, tu te dis, bon, ce serait bien d'avoir une tête d'affiche, donc on la cherche et tout, mais bon, non, on ne trouve pas trop, donc on continue le casting. Et puis, en fait, le financement se fait sans le casting. Donc ça, c'est une chance parce qu'on se dit, bah, c'est cool, on va pouvoir choisir vraiment le comédien qui va correspondre le mieux à l'histoire, quoi, sans qu'il y ait des enjeux financiers, quoi. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. Donc, le truc, c'est que casting s'enchaîne. Je vois 30, 40, 50 jeunes. Et je fais venir aussi ceux que j'avais dans la tête. Et en fait, ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils prennent pas le projet au sérieux. J'ai l'impression, je sais pas, parce que c'était pas fou, quoi. Et donc, enfin, je dis ça pour certains en qui je croyais vraiment, quoi. Et je me dis, tiens, c'est dommage et tout. Je cherche. Il y en a que je trouve bien, mais j'ai pas les frissons. J'ai pas le truc convaincant. Et le temps presse. Il y a Laurence, ma productrice, qui me dit Seb, il faut que tu me donnes un nom et tout, parce que là, ça y est, j'ai besoin de donner le casting et tout. Je fais bah ouais, mais moi, tant que j'ai pas de casting, je vais pas te donner un nom, quoi. Je vais pas te donner un nom comme ça. Et puis, on part avec un comédien avec qui j'ai pas envie de partir et tout. Et puis, non, non, je te dirai quand je l'aurai, quoi. Et Donc, là, tu ouvres Instagram. alors, pour tout te dire, c'est quand j'ai appris que j'étais malade, j'ai tout coupé, les réseaux sociaux. J'avais besoin de vivre ma vraie vie, voilà. Et donc, du coup, donc j'ouvre pas Instagram. Je cherche, je vois passer des jeunes, et en fait, c'était l'année où Cannes était en juillet, à cause du Covid, et Laurence m'appelle et elle me dit: «Écoute Seb et tout, je viens de voir Riyad là qui montait les marches», et je me disais: «Est-ce que...» Je dis: «Ouais», moi j'avais déjà tourné avec Riyad, tu vois? Et en fait, il avait un tout petit rôle. Donc je connaissais pas son talent de comédien. Et donc, je lui dis: «Bah, écoute, en fait, c'est, quand même un gros truc, quoi. Enfin, faut être technique, parce que toutes les scènes sont sur lui, et faut avoir les épaules pour porter ce film sur, voilà, pendant toute la durée du film, quoi, et voilà, je sais pas s'il en est capable, quoi». Puis bref, elle me dit: «Non, mais je te disais ça comme ça et tout». Et là, je sais pas, je suis en train de me rendre compte de ce que j'ai dit comme connerie, en me disant: «Mais, je suis en train de l'évincer, quoi, direct, sans qu'il fasse d'essai, quoi que ce soit». Alors que moi, c'est mon premier film et on me donne ma chance, et moi, genre, je donne pas la chance aux autres, quoi, mais en fait, n'importe quoi. Et là, je fais: «Attends, en fait, non, non, mais non, on va faire venir Riyad et on fait un essai». Et puis, bah, au pire,
il sera passé en essai, ça donnera rien. Et puis au mieux, bah, on a gagné notre comédien, quoi. Ok, bon, bah, parfait. Euh, Laoussine va le voir en haut des marches à Cannes. Et il lui dit, ouais, salut Riyad. Lui, il m'a raconté après le truc en me disant, je sais pas, j'ai vu un mec qui s'est approché de moi, qui m'a dit, j'ai un film pour toi, machin. Et je savais même pas qui c'était et tout, machin. Il me dit, donne-moi ton numéro. Je fais, attends, t'es qui et tout, machin. Donc voilà. Et en gros, ils se retrouvent à la fin de l'été. Donc en gros, ouais, je sais plus, genre au mois d'août, un mois après, dans les bureaux de prépa. Et ils passent un essai. Et là, en fait, je regarde sa prestation et en fait, j'hallucine. Vraiment. Là, j'ai les poils qui s'irrissent. J'ai d'un seul coup le, euh, le, euh, le- en fait, la sensation d'être dans un labo, la scène qui joue. euh, j'ai l'impression que il est entouré de chefs pâtissiers, de commis, que ça bouillonne autour de lui. Et en fait, il me fait ressentir toute l'empathie que je cherchais avec ce personnage. Et alors que avec les autres comédiens, je n'arrivais pas à trouver l'empathie. Et moi, je voulais l'empathie parce que c'est vraiment la clé. Hein. Quand on t'écrit un scénario, ton personnage, faut aller chercher l'empathie. Et ben là, en fait, je l'avais vraiment avec lui. Ça transpirait. À la fin, quand j'ai dit couper, j'avais envie de le prendre dans mes bras en me disant, allez, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout va bien, sois pas triste. Vraiment, je l'avais en face de moi. Et en plus, vraiment, je me suis projeté parce que quand il est arrivé, il avait une coupe rasée à fond sur les côtés, un mulet, et tout machin. Tu vois. Vraiment, tu sais, c'était pas du tout l'image que je me faisais du style de Yazid. Et non, en fait, il a réussi à me projeter ce personnage que je cherchais. Et, et je lui ai fait passer des essais, des callbacks. Et en gros, il a confirmé. Il a confirmé que c'était super. Et donc voilà, et après, bah, on a commencé. Non, je suis allé le voir. Je lui ai dit, vas-y, j'aimerais bien te voir. On se boit un verre ensemble. J'aimerais bien te voir. Et je me souviens, ça se passait en face du Grand Rex, dans un bar qui donne vraiment sur la boulevard Bonne Nouvelle. Et en gros, il est en face de moi. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait et j'ai envie de partir avec toi. Par contre, moi, je ne sais pas si ton activité elle va prendre de la place, enfin, quelle place elle va prendre dans ta vie. Parce que moi, en fait, ce que je vais te réclamer, c'est 4 mois de ta vie intense et complète, à 100%. Et il est hors de question que sur le plateau, tu fasses l'Instagrammeur, quoi. Parce qu'en fait, tu n'auras pas le temps. Parce que si tu prends ce temps, bah, tu ne seras pas bon dans le rôle, quoi. Et il me dit, Seb, tu me donnes ma chance, je suis avec toi, quoi. Et donc, il m'a serré la main. Et en fait, je ne l'ai pas vu du tout avec son téléphone pendant les 4 mois, quoi. Et il était incroyable. Il était tout le temps sur le plateau, aux aguets. Il regardait, il s'instruisait. Et il était génial. Il connaissait tout par cœur, toutes ses répliques, tout son personnage. Il a travaillé. Et ça, putain, ça fait du bien, quoi. C'était génial. Et puis, bah, l'avant-première du film, elle s'est faite au Grand Rex. Et donc, la boucle était bouclée. Et c'était magnifique parce que quand on s'est regardé, on avait Grand Rex sous les yeux. On s'est dit, t'imagines quand on s'est vu, on était là, là. Et là, ça y est, on sort. Le film est là dans la salle. Il y a 3500 personnes. C'est un truc de fou, quoi. Et bah, tu m'offres une transition qui, dans l'histoire des transitions de ce podcast, est incroyable. La sortie, donc, du film. Ah, bah voilà. Parce que, bon, là, donc, tu collabores à ce scénario, tu le vois, tu vois les phrases défiler, tu vois des séquences. C'est ton tout premier film. Comment est-ce que toi, au moment où le film sort, tu vis la chose? Parce que tu reviens... C'est marrant parce que même on peut revenir du début du podcast jusqu'à maintenant, on aura fait tout le trajet. Tu reviens de très loin. Donc comment est-ce que toi tu te sens là quand ça y est, la lumière s'éteint, les premières images s'envoient et après toute la sortie nationale autour? Bah après, voilà. C'est drôle parce que le film, je crois que j'ai dû le voir 258 fois parce que en fait, tu le montes, tu le regardes. Et en fait, je me lassais pas de le regarder. Donc ça, c'est un bon signe quand même quand tu te dis tiens, je vais le regarder et je vais le regarder.
Et en fait, dans les avant-premières, on a commencé les avant-premières. La première avant-première a eu lieu à Épernay, donc là où on a tourné, où a eu lieu le premier jour de tournage. Et donc, c'était la ville de Yazid. Et ouais, là, j'étais hyper ému. Là, je découvrais énormément. Là, j'ai découvert toute cette partie. Moi, mes métiers d'avant, c'était de l'écriture jusqu'à la post-prod et ça s'arrêtait là. Toute la partie promotion, je ne connaissais pas. Et j'ai découvert avec ce film toute cette partie-là. Donc, première avant-première, je n'étais pas très à l'aise. J'étais en panique même devant 400 personnes qui viennent voir le film. Et voilà. Et en fait, je vois que ça réagit dans la salle, qu'il y a de l'émotion, il y a des sursauts, des rires. Et je me dis, waouh, la puissance de la salle, c'est fort, quoi. Waouh. Et en fait, j'aimais bien rester dans la salle pour toutes les avant-premières. Même si les directeurs de cinéma nous proposaient d'aller au resto et tout, je fais, oh, attends, je regarde un petit peu. Et donc voilà, mais non, on a fait le tour de France, c'était génial dans les grandes villes de France, de voir comment le film était accueilli. Riyad déplaçait des foules, et donc c'était vraiment, vraiment chouette aussi. On avait ce temps après le film de répondre aux questions, que Riyad fasse des photos avec eux et tout, et c'était génial. Il y avait des chefs pâtissiers, il y avait des pâtissiers dans la salle qui nous ont dit que bravo parce que ça se passe comme ça. Donc, en fait, quand tu as tout ça avant la sortie du film, tu te rassures, tu es heureux, tu es content, tu te dis waouh, en fait, ouais. Et puis, en fait, il n'y avait pas d'attaque, comment dire, dans les remarques des spectateurs. Donc, c'était cool. C'était hyper facile à défendre, du coup. Donc, ouais, c'était bien. C'était Un top. beau souvenir. Ouais. Sébastien, on arrive doucement vers la fin de ce podcast. J'ai une toute déjà. dernière. Ah oui, on passe un tellement bon moment. Ouais. Moi, je reprends 1 heure là tout de suite. Mais j'ai une toute dernière question qui est un peu la question traditionnelle ici. C'est quoi la suite pour toi? Ah, la suite. Question. La suite, on va dire qu'elle est engagée sur plusieurs projets. J'ai 2 projets qui sont en financement. Ce sont des périodes qui sont un peu longues. Donc, j'attends avec impatience. J'ai remarqué quelque chose, c'est que dans ce que j'écris en ce moment, ou les projets les projets que j'ai rejoints, en tout cas, tous parlent d'espoir. Et j'ai l'impression que c'est un peu mon moteur. Donc, voilà. Que ce soit... j'ai l'impression aussi que c'est aussi des comédies dramatiques. Il y a un ton léger là sur ce que je raconte en ce moment, sur ce que, en tout cas, j'ai écrit ces dernières années. Et puis là, sur les nouveaux projets qui arrivent, j'ai envie de durcir un petit peu mes propos et tout ça. Donc, je vais arriver sur plus de la comédie satirique. Voilà, on va voir un petit peu où ça emmène. Voilà, mais j'ai hâte de pouvoir avoir la chance de continuer de raconter des histoires. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Hugo. Merci à tous d'avoir suivi le scénarisme. J'espère que cette conversation avec Sébastien Tullard vous a inspiré et donné les clés pour mieux comprendre l'art de raconter des histoires. Pour ne rien manquer aux prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Cela aide énormément le podcast à grandir et à toucher un public toujours plus large. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien.